Bien le bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du journal en version française que vous suivez chaque dimanche à la même heure. Pour commencer, tout de suite, les titres. Harry Laurent Razasson porte plainte contre les responsables de son incarcération. 4 personnes inculpées au pôle anticorruption. Le président de la CENI a signalé des mesures disciplinaires contre les membres reconnus coupables des actes illégaux liés aux élections qui s'est tenues dans le pays. Port de Gradanilla à Terenifo, les évacuations des passagers du MV Andius ont commencé. Et à la une de nos actualités, comme je viens de l'annoncer dans nos titres, le directeur de la communication à la présidence de la refondation, Harry Laurent Razasson, dit Rolly Mercia, a déposé une plainte au pôle anticorruption 67 hectares il y a 2 jours, visant plusieurs personnalités politiques, économiques et judiciaires, notamment le député Lantra Koutmang, Dinanji Amaoul, ancien secrétaire général adjoint de la présidence de la République, et l'opérateur Mamra Vatmang. La magistrate Bertine Razafiarvoun est également citée. Reportage de Babi Stéphane, Andiel Menzanari. Rolly Mercia ou Harry Laurent Razasson estime que ces personnes auraient manigancé son incarcération de 5 ans qu'il considère comme injustifiée. Première plainte contre le député Lantra Koutmang, ainsi que les personnes qui ont comploté avec elle, comme Dinanji Amaoul et M. Mamravatmang concernant son emprisonnement. Le député Lantra Koutmang elle-même a ensuite déclaré lors d'un appel téléphonique avec l'ancien président qu'elle et ces personnes étaient à l'origine de la procédure judiciaire qui m'a conduit en prison pendant 5 ans. Deuxième plainte concernant le procureur général de la cour d'appel en 7 ans, car 2 ou 3 jours avant ma libération, un pourvoi en cassation abusif a été engagé contre moi. J'aurais été dû libérer en janvier 2023, mais dès lors, ce pourvoi en cassation, hors délai, a suspendu la décision de la justice. Rolly Mercia a également déclaré que le procureur général de la cour d'appel serait derrière toute cette affaire. Même malade, cette dernière aurait donné l'ordre qu'un médicament ne lui soit apporté et qu'aucun médecin ne puisse entrer pour le soigner durant sa détention en prison. Il était évident qu'on le laissait mourir. La démarche s'inscrit d'après lui dans une volonté de dénoncer les abus du pouvoir, la corruption et l'impunité au sein des institutions judiciaires et administratives. Le combat pour le changement doit être un combat loyal, c'est pourquoi je porte plainte afin qu'il n'y ait plus d'injustice ni de personnes au sein de la justice ou de hauts responsables abusant de leur pouvoir, intimidant les autres ou faisant ce qu'ils veulent envers leurs collaborateurs, notamment pour des questions d'argent. Mardi 5 mai 2026, premier mardi du mois de mai, la première session ordinaire de l'année 2026 de l'Assemblée nationale s'est ouverte au Palais d'État de Mazoariv, cérémonie présidée par son président et qui a vu la présence de plusieurs autorités. Reportage de Zonna Dimioul Salam. Au cours de cette séance, le président de l'Assemblée nationale a procédé à l'accueil des nouveaux députés. Dans ses propos, il a expliqué que cette session ordinaire a pour objectif l'examen et l'adoption du projet de loi des finances rectificatives, ainsi que divers projets de loi, la présentation du rapport sur le programme du gouvernement et la tenue des séances de questions-réponses entre le gouvernement et les députés. Il a également souligné que malgré les nombreuses réalisations du gouvernement, d'importants défis subsistent, notamment en matière de sécurité, de santé, d'éducation de base et d'enseignement supérieur, de réhabilitation des routes et des infrastructures, ainsi que de redressement des entreprises stratégiques telles que la SECREN et la FCE et de l'amélioration du port de Manakar. Ces enjeux nécessitent des décisions rapides, des actions concrètes et un véritable courage politique. Il a également mis en avant plusieurs questions majeures nécessitant des réponses afin de renforcer la transparence, notamment la gestion de l'eau et de l'électricité en période de sécheresse, les poursuites contre les auteurs de détournement de fonds publics, la hausse des prix du carburant liée aux conflits internationaux, la restitution des recettes aux régions productrices de vanille,
ainsi que la gestion du fonds du fer. Il a été annoncé que les 7 travaux de 7 commissions d'enquête parlementaire débuteront prochainement. Celles-ci porteront sur différents secteurs, notamment Air Madagascar, Ambatvi, Passouliar, la gestion du réseau ferroviaire, la GIRAMA et le QMM. Le président de l'Assemblée nationale a insisté sur le fait que le désengagement des responsabilités dans l'application des lois et des projets n'est plus acceptable et que des résultats concrets au bénéfice de la population sont désormais indispensables. Pour clore son allocution concernant la décentralisation, il a indiqué que sa mise en œuvre effective reste encore limitée à Madagascar, nécessitant donc une véritable volonté et un courage politique. À cet effet, l'examen et l'adoption d'une nouvelle loi sur une décentralisation effective ont été érigés en priorité et devront être achevés au cours de cette session. Toujours au sein de cette institution, concernant l'affaire Nev Raouldine, l'immunité parlementaire de ce député reste pleinement en vigueur. Le président de l'Assemblée nationale a indiqué que le bureau permanent n'a pas à ce jour reçu aucune demande officielle émanant du ministère de la Justice en vue de sa levée. Récit de Mevara Poudarfoum. Selon les explications du président de l'Assemblée nationale de Madagascar, le député Nev Raouldine ne peut être jugé tant que son immunité parlementaire demeure en vigueur. À ce jour, aucune décision levant cette immunité n'est encore parvenue à l'Assemblée nationale. Il a également été précisé que le député Nev Raouldine a déposé un document justifiant son déplacement à l'étranger pour une intervention chirurgicale. La réunion du bureau permanent de l'Assemblée nationale de Madagascar est désormais attendue pour statuer sur la suite de cette affaire. À l'occasion de la cérémonie de présentation de serment des nouveaux membres de la Comité électorale nationale indépendante, ou CENI, mercredi dernier, le président de la CENI a signalé des mesures disciplinaires contre les membres reconnus coupables des actes illégaux liés aux élections. La CENI a également exposé 34 milliards d'ariars pour la refonte totale de la liste électorale. Nourso Ranjiamanana sur les images de Fen Ranjiamalala. Où CENI s'apprête à La Commission électorale nationale indépendante, ou CENI, s'apprête à lancer une vaste opération de refonte totale de la liste électorale en vue du référendum prévu en juin 2027, tandis que l'élection présidentielle devrait se tenir en octobre 2027, conformément à la feuille de route de la refondation présentée fin février dernier. Cette opération constitue la première grande mission des 6 nouveaux membres du bureau permanent de la CENI après leur prestation de serment le 7 mai 2026 à la Cour suprême d'Anoussi. Selon le président de la CENI, Thierry Rakutnariv, l'objectif est de doter le pays d'une liste électorale transparente, fiable et conforme à la réalité du terrain afin de corriger les lacunes ayant entaché les scrutins précédents. Pour mener à bien cette réforme, la CENI prévoit une opération de recensement porte-à-porte destinée à actualiser les données des électeurs. Une application mobile permettra également l'inscription en ligne des électeurs. Le coût de la refonte est estimé à environ 34 milliards d'ariars contre 35 milliards lors de l'opération menée en 2022. L'institution ambitionne de finaliser la refonte le 25 avril 2027. Elle vise également l'enregistrement de 13 à 14 millions d'électeurs contre 12 millions inscrits lors de la précédente refonte. La CENI entend également renforcer la transparence du processus par la publication élargie des listes électorales afin de permettre leur consultation et leur vérification par l'ensemble des acteurs concernés. Le président de la CENI a insisté sur la nécessité d'une collaboration étroite entre toutes les institutions afin d'assurer des élections transparentes, apaisées et acceptées par tous. Par ailleurs, Thierry Rakutnariv a indiqué que des sanctions pourraient être prises à l'encontre de certains membres de cette institution impliqués dans des actes illégaux lors des précédentes élections. Les nouveaux membres du bureau permanent ont été officiellement présentés à leurs collaborateurs vendredi dernier à Al-Arbi.
Et dans un tout autre sujet, la semaine de l'Europe a été officiellement ouverte le 5 mai à Ankara et s'est clôturée le 8 mai 2026. Il s'agit d'un événement destiné à faire connaître les projets financés par l'Union européenne, l'ambassade de l'Union européenne, ainsi que les ambassades de France et d'Allemagne. Ont été mises en avant la volonté de l'équipe d'Europe de renforcer son soutien à Madagascar dans plusieurs domaines de développement, répondant aux besoins du pays. Un accent particulier a été mis sur l'appui à l'emploi des jeunes, à l'énergie ainsi qu'aux infrastructures. Les détails avec Voulara Farassou et Shakira Koutmang. L'Union européenne va soutenir Madagascar à hauteur de 5 000 milliards d'ariars à travers l'initiative de l'équipe de l'Europe afin de renforcer davantage les projets de développement multisectoriel répondant aux besoins fondamentaux du pays. Parmi les domaines concernés figurent le soutien aux énergies renouvelables, le pacte vert axé sur la protection de l'environnement, la réalisation d'infrastructures, l'amélioration du système éducatif, ainsi que l'appui aux jeunes. Ces points ont été particulièrement mis en avant par les ambassadeurs de l'Allemagne, de la France et de l'Union européenne lors de l'ouverture de la Semaine de l'Europe destinée à présenter les projets mis en œuvre à Madagascar. Toutes nos ressources, comme vous le dites très bien, c'est 5 000 milliards d'ariars pour le développement de Madagascar. L'Union européenne travaille dans une multitude de secteurs très différents. Des secteurs structurants, d'infrastructures, de grosses infrastructures avec les routes, avec les barrages hydroélectriques pour faire l'électricité. L'électricité et l'eau, c'est quand même important à Madagascar, pour faire des ponts, pour faire des ports. Donc nous sommes très engagés dans tout ce qui est infrastructure, mais aussi dans tout ce qui est social, c'est-à-dire tout ce qui va directement à la population. Nous avons visité des stands sur la santé, sur l'éducation des jeunes, sur l'agriculture, sur la production de lait, sur la façon dont les agriculteurs peuvent augmenter leur productivité. Donc cette profondeur et cette épaisseur de l'action de l'Union européenne à Madagascar, je pense, transparaît de manière très très claire aujourd'hui. J'espère que tout le monde va pouvoir s'informer. Nous, on travaille avec la population et au bénéfice direct des Malgaches. Sur cette enveloppe financière, 170 milliards d'ariars seront consacrés à la formation professionnelle. Plus de 10 000 jeunes Malagasy bénéficieront ainsi d'emplois grâce à ce programme. Alors vous savez, 170 milliards d'ariars, c'est très peu d'argent si on fait une route. Mais c'est beaucoup d'argent si on fait de la formation professionnelle. On va pouvoir former des milliers, voire des dizaines de milliers de jeunes qui vont avoir un emploi. Et ces jeunes, après quelques mois de formation donnée par l'équipe Europe, vont pouvoir immédiatement trouver un emploi. Des dizaines de milliers de jeunes. Outre l'exposition des projets réalisés par la France, l'Allemagne et l'Union européenne à Madagascar, des débats portant sur plusieurs thèmes, notamment le changement climatique, ont été également organisés. Ces activités ont marqué la Semaine de l'Europe qui s'est clôturée le 8 mai dernier à Ankara. À Madagascar, l'hépatite B virale demeure un problème de santé publique, souvent asymptomatique. Les hépatites B et C peuvent entraîner de graves complications, d'où l'importance du dépistage précoce. Dans le cadre de l'objectif d'élimination de l'hépatite virale d'ici 2030, l'Africa CDC a remis au ministère de la Santé publique des kits de dépistage et des médicaments essentiels destinés à renforcer la prise en charge des patients à travers le pays. Rivara Vonagi sur les images de Rizara Koutsan. À Madagascar, le taux de prévalence de l'hépatite B est estimé à près de 8%. Les études menées montrent que les zones rurales sont les plus touchées par cette maladie. Silencieuse et à évolution lente, les hépatites B et C figurent parmi les maladies les plus dangereuses en raison de leur capacité de transmission. Souvent asymptomatiques, elles peuvent évoluer vers de graves complications telles que l'insuffisance hépatique ou le cancer du foie, pouvant conduire au décès. Seuls 10% des porteurs présentent des signes cliniques, tandis que près de 90% des personnes infectées ignorent même leur état de santé, d'où l'importance du dépistage précoce. Face à cette situation, le ministère de la Santé publique s'est fixé pour objectif d'éliminer l'hépatite virale à l'horizon 2030. Pour y parvenir, des stratégies ont été définies en collaboration avec ses partenaires.
Dans cette dynamique, l'Africa CDC a remis au ministère des kits de tests et des médicaments essentiels destinés à renforcer la prise en charge des patients. C'est le début d'une dynamique qui va aller croissante afin d'avoir une meilleure connaissance de la situation des hépatites virales sur le territoire Madagascar et surtout d'offrir à toute la population de Madagascar l'accès au dépistage et surtout aux femmes enceintes, le dépistage systématique, le traitement pour toutes les personnes dépistées positives et surtout l'introduction du vaccin à la naissance chez les nouveau-nés dans les 24 heures pour réduire la transmission mère enfant de l'hépatite virale. L'hépatite virale, malheureusement, est un tueur silencieux. Si nous ne prenons pas action maintenant, il sera trop tard pour gérer les complications qui se présentent sous forme de cancer. On a une solution aujourd'hui. Cette solution, c'est le dépistage, c'est le traitement et c'est le vaccin à la naissance. Ces dispositifs seront déployés dans les centres de santé à travers le pays, accompagnés d'un renforcement des compétences des professionnels de santé. L'initiative vise notamment à interrompre la chaîne de transmission de l'hépatite B et à favoriser la guérison des patients atteints de l'hépatite C. La sécurité alimentaire sanitaire est aujourd'hui un enjeu majeur de santé publique face aux risques liés à la pollution et à la consommation des produits non sécurisés à Madagascar. Les actions de sensibilisation se renforcent avec l'implication du Comité national du Codex Alimentarius et des jeunes en prélude à la célébration de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Le point avec Sandra Rakoutoarsan sur les images de Fanny Kelly. Dans un contexte marqué par l'intensification des risques liés à la pollution, à la consommation d'aliments non sécurisés et à la dégradation de l'environnement, la sécurité alimentaire s'impose aujourd'hui comme une préoccupation majeure de santé publique. La qualité des denrées est de plus en plus fragilisée, avec des conséquences directes sur la santé des populations, particulièrement dans les pays confrontés à des contraintes sanitaires et structurelles importantes. Face à cette situation, les acteurs internationaux renforcent les actions de sensibilisation et encouragent l'application stricte des normes alimentaires. À Madagascar, cet engagement est également porté par les institutions compétentes, notamment le Comité national du Codex Alimentarius ou le CNCA, qui veille à la mise en œuvre des standards de sécurité sanitaire des aliments, avec l'appui et l'implication croissante des jeunes au sein des différentes structures engagées. Une alimentation saine ne se résume pas à la nutrition. Elle se repose aussi sur la sécurité sanitaire de l'environnement. La pollution environnementale contamine l'eau, l'air, les sols, rendant les aliments dangereux pour la santé. Préservons alors la santé environnementale. C'est dans cette dynamique que les jeunes à Madagascar sont appelés à jouer un rôle actif en tant que relais de sensibilisation et acteurs du changement pour une meilleure culture de la sécurité alimentaire. La sécurité sanitaire des aliments constitue donc une priorité essentielle en raison de son impact direct sur la santé des populations et sur le développement économique. La Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments, célébrée le 7 juin, sera un moment fort de mobilisation collective avec une cérémonie officielle prévue le 4 juin à Madagascar. Après 4 années d'échange de services, l'université d'Antananarivo et Huawei Technologies franchissent une nouvelle étape dans leur coopération. Le 6 mai dernier, un mémorandum d'entente a été signé entre les deux parties, mémorandum portant sur la mise en place d'un centre de formation dédié aux technologies de l'information et de la communication. Et le centre va former des ingénieurs directement opérationnels. Les détails avec Nandian Narasafnjamaru. Les étudiants en ingénierie de technologie de l'information et de la communication et des télécommunications pourront renforcer leurs compétences au sein de ce futur centre de formation. Huawei Training Center pourra accueillir jusqu'à 200 étudiants chaque année. Doté d'équipements modernes, ce centre de formation offrira un cadre propice au développement du numérique et à l'innovation technologique de Madagascar. Les étudiants de nos universités partenaires expérimenteront directement sur les équipements de télécommunication
d'une notion de base des communications sans fil et aussi les règles de sécurité, des vérifications de base et bonnes pratiques dans un environnement de formation contrôlée. Implanté au sein de l'université d'Antananarivo, un espace sera mis à disposition afin de faciliter l'accès aux installations. Le campus fournira également l'alimentation électrique nécessaire, souligne le président de l'université d'Antananarivo, le professeur Rivoarsan Rangenasoul. Le professeur Rivoarsan Rangenasoul lors de la signature de l'accord cadre, cérémonie qui marque une nouvelle forme d'engagement entre Madagascar et la Chine. Nous avons constaté que le gouvernement malagasy a inscrit dans sa politique générale de l'État pour la refondation un plan de développement visant à accélérer la transformation numérique. La partie chinoise est prête à répondre aux besoins de Madagascar en partageant ouvertement ses acquis scientifiques et technologiques, ses expériences en matière d'innovation et ses meilleures pratiques, en favorisant l'articulation entre l'enseignement théorique et les applications industrielles, et en approfondissant l'intégration entre l'éducation et l'industrie. Dans la mesure de nos capacités, nous souhaitons contribuer à la modernisation des infrastructures numériques malagasy, ainsi qu'au renforcement des capacités d'innovation technologique, en apportant un soutien en ressources humaines. Engagement salué par le ministre des Postes et des Télécommunications, c'est un investissement dans le capital humain, se félicite-t-il. Huawei Training Center sera accessible aux différentes académies Huawei, en particulier celle de la Faculté des Sciences et de l'École supérieure polytechnique d'Antananarivo. L'ancien État de Bombay a été divisé sur des bases linguistiques en de nouveaux États en 1960, suite à un mouvement qui militait pour un État distinct. Gujarat est parmi les plus anciennes civilisations du monde et est le berceau du mouvement sans violence dirigé par Mahatma Gandhi. À Madagascar, les ressortissants de cet État célébraient pour la première fois sa création. Reportage de Nalsour Ndjamasnour et Jakira Koutmang. Près de 90% de la communauté indienne vivant à Madagascar est originaire de Gujarat, un État de l'ouest de l'Inde réputé pour son riche héritage historique et culturel. Le Gujarat figure parmi les plus anciennes civilisations du monde. Il se distingue par ses impressionnants sites archéologiques, la richesse de son artisanat ainsi que la diversité de ses pratiques religieuses. Sur le plan historique, cet État a également joué un rôle majeur dans l'indépendance de l'Inde, étant le berceau du mouvement de résistance non violente dirigé par Mahatma Gandhi. Avant de devenir un État à part entière le 1er mai 1960, le Gujarat était rattaché au Maharashtra au sein de l'ancien État de Bombay, avant la scission de ce dernier en deux entités administratives. Aujourd'hui, le Gujarat s'impose comme l'un des principaux pôles industriels de l'Inde. Sa façade maritime constitue un atout stratégique majeur, facilitant les échanges commerciaux et l'exportation des produits. Plusieurs perspectives de coopération économique existent également entre le Gujarat et Madagascar, notamment dans le secteur de la vanille. Depuis le 1er mai 2026, la Chine a accordé un tarif douanier de 0% pour l'exportation à 53 pays africains. Ce taux de 0% sera appliqué pour tous les produits. Il s'agit d'une coopération unilatérale, a martelé l'ambassadeur. Cette décision a été prise afin d'aider ces pays dans leur économie. Toujours un reportage de Nalsour Ndjamasnour sur les images de Fanny Ranjiaman. La Chine applique désormais le tarif douanier à 0% sur les produits exportés par Madagascar vers son territoire sans contrepartie. Cette mesure concerne l'ensemble des produits d'exportation malagasy, allant des épices jusqu'aux matières premières destinées à la fabrication de panneaux solaires. En 2025, les exportations malagasy vers la Chine restent toutefois limitées. La vanille et les arachides figurent parmi les principaux produits exportés, générant entre 280 et 310 millions de dollars de recettes.
Madagascar fait pourtant partie des pays disposant de ressources et de produits de qualité. Cependant, les procédures administratives liées à l'exportation vers la Chine demeurent longues et complexes. Plusieurs opérateurs économiques malagasy font également face à un manque de compétences répondant aux exigences du marché international. Face à ces difficultés, la Chambre de commerce Chine-Madagascar a proposé des solutions visant à accompagner les exportateurs malagasy et à renforcer leur compétitivité. Au total, 53 pays africains bénéficient actuellement de ce tarif douanier à 0% appliqué par la Chine. Passons maintenant aux actualités internationales pour clore ce journal. Tous les regards sont tournés vers le port de Gradanila. Les évacuations des passagers du MV Andus ont commencé. 240 personnes doivent quitter le navire le plus rapidement possible à cause de conditions météorologiques qui pourraient se dégrader. Tous sont considérés comme des cas contacts. L'OMS continue de rassurer. Les officiels sont très déployés dans le port. France 24. Toute cette opération de débarquement est supervisée par un poste de commandement avec la ministre de la Santé, le ministre de l'Intérieur et le directeur général de l'OMS. Tout à l'heure, la ministre de la Santé, lors d'une conférence de presse, nous affirmait que pour le moment, le protocole se déroulait avec succès. Pour les 5 Français qui vont être rapatriés aujourd'hui, l'ambassadeur de France à Madrid est arrivé il y a quelques heures au port. Il affirme que leur vol arrivera à Paris dans l'après-midi. Eh bien, l'inquiétude est quand même toujours présente ici. D'ailleurs, à l'aube ce matin, le président des Canaries a interdit que le bateau, le MV Andus, puisse entrer dans le port de Gradanilla de Abona, quelques heures seulement après l'arrivée de la ministre de la Santé hier, qui affirmait que tout était prêt pour qu'il puisse entrer. Le gouvernement espagnol a donc dû obliger le gouvernement canarien à faire en sorte que ce navire puisse entrer dans le port de Gradanilla de Abona. Le président des Canaries avait utilisé l'argument du fait qu'un rongeur infecté aurait pu descendre dans la nuit du bateau. Le gouvernement espagnol a donc dû imposer qu'il rentre dans ce port. La réaction du gouvernement canarien reflète bien cette inquiétude qu'il y a partout sur l'île. Vendredi, il y avait déjà une manifestation des travailleurs du port. Nous les avions rencontrés, ils nous parlaient de leur peur, leur inquiétude sur le processus, mais aussi sur les risques de contamination. L'inquiétude, elle est sur toute l'île. Ils ont peur qu'à nouveau ce soit une nouvelle épidémie de Covid-19. Alors le président des Canaries, le directeur général de l'OMS a tenu à rassurer les Canariens en leur faisant une lettre hier qu'il a publiée sur Twitter, 10 paragraphes, un geste rare, où il affirme: je sais que vous êtes inquiets, mais il ne s'agit pas d'une autre épidémie de Covid-19, et il a insisté sur le fait que le risque de cet hantavirus pour la santé reste faible. Fin de cette édition du journal en version française. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Yann Sarakoutoumana sera parmi vous dans l'édition en version malagasy de 19h30. Grand merci également à toute l'équipe qui se sont joints à nous pour la préparation. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.